France Culture, Olivia Gesbert, bienvenue au club. Bonjour à tous, un ciné-club ce lundi avec Andrea Bescon, un Molière, 2 Césars, après le seul en scène et le film Les Chatouilles, le drame d'une enfance brisée, récit des abus sexuels d'un adulte sur la jeune fille qu'elle était. L'écrivaine et réalisatrice explore avec tendresse aujourd'hui les rapports entre générations dans son nouveau film Quand tu seras grand, en salle mercredi. Danseuse, comédienne, réalisatrice et autrice, Andrea Bescon a publié en janvier chez Albin Michel un premier roman assez poignant sur la violence dont on hérite, la peur aussi de la transmettre, de reproduire, le secret, les silences. Ce roman s'appelle Une simple histoire de famille et on verra qu'elles ne sont jamais simples. Andrea Bescon est aujourd'hui l'invitée de Bienvenue au club. Une émission programmée par Corinne Amar, par Anouk Delfino, par Camille Berne, préparée par Laura Dutèche-Pérez avec Sacha Mattei. À la réalisation aujourd'hui Félicie Faugère avec Alex Dang à la technique. Signé Andrea Bescon et Éric Métayer, le film Quand tu seras grand sort en salle ce mercredi, je vous le disais, avec Vincent McCain, ça je ne vous l'ai pas dit, en aide-soignant, et Aïssa Maïga en animatrice scolaire. Dans une maison de retraite, le calme des résidents est chamboulé soudain par l'arrivée d'une classe d'enfants avec lesquels ils vont devoir partager le réfectoire. La cohabitation s'annonce difficile et va laisser place étonnamment à un joyeux mélange des générations. Alors Marguerite, ça va? Connard. Bon, vous avez la forme. Ah bah t'es là, t'étais pas de nuit? Si, mais sous-effectif ce matin. C'est pas humain, on peut pas enchaîner les services comme ça. Ah non, mais j'ai rien touché, moi. Vous avez rien touché? Non. Et ça, qu'est-ce que c'est que ça? Ben oui, je suis gourmande et puis voilà. La municipalité m'a demandé si c'est possible d'utiliser la cantine de l'EHPAD pour les enfants. Bonjour. On vous parle de tous nos problèmes et là vous en rajoutez des nouveaux. Attends, c'est quoi ce cimetière là? On va quand même pas bouffer là? On est en sous-effectif, vous aussi? On vient d'arriver, je vous agresse pas, moi. Elle est complètement dépassée. T'as signé ma pétition? Ça vous dérange pas le bruit à midi? Non. Ça pue les gosses. Ah! Mais ça, faut le dire! C'est votre pétition. Merci. On a tous signé, parce que nous non plus, on n'a pas envie d'être là. Moi, je les protège, les enfants, hein? Il y a des gens qui meurent pour de vrai ici. C'est mes parents, ils s'en foutent de moi. Nous, c'est vos enfants qui se foutent de nous. 6 résidents sur 10 n'ont jamais de visite. Ces enfants, c'est une chance de les avoir. Faut jouer avec vous? Je t'ai apporté un truc. Classe. Il était à toi? Ah oui? Ils peuvent être encore plus heureux. Il suffit de le vouloir. Vous êtes battus pour le droit de vote, vous êtes battus pour la contraception, vous avez le droit au calme. Ça va la Oui, manipulation? vous avez le droit au calme. Ça se passe comment au niveau de la Je manipulation? manipule personne. Ça pue les gosses. Bonjour Andrea Bescon. Ça fait partie des répliques pépites de ce film. Et au fond, on appelle ça une inversion des stéréotypes. Parce qu'on a toujours l'habitude de dire ça sent mauvais, les vieux. Et notamment, c'est des phrases entendues, dites dans les hôpitaux, dans les EHPAD. C'est très malin d'avoir pensé des dialogues comme ça. Vous avez voulu retourner certains préjugés. Oui, c'est ça. On a voulu retourner certains préjugés. On a voulu aussi rapporter de la beauté à la vieillesse. J'ai toujours trouvé que la vieillesse était très belle et très riche. On est dans une société où la vieillesse est considérée comme un naufrage et traitée comme un naufrage. Et donc, on a voulu rapporter de la beauté au fait de vieillir. Il y a de la beauté, il y a aussi des comédiens qui sont pleins d'humour et pleins de vie. Et ce, à tous les âges de la vie. C'est-à-dire à la fois les aides-soignants, qui sont une communauté dans le film pressurisée, mais totalement dévouée à leur boulot. Il y a les résidents, et non pas les vieux, comme on doit les appeler, on va le comprendre au fil de la discussion, qui sont aussi tous très particuliers dans chacune des figures, peut-être de cette vieillesse qu'ils peuvent incarner, de la maladie à l'Alzheimer. Parfois, ils sont plutôt amoindris physiquement, d'autres perdent la parole, le langage, et puis il y a cette classe d'enfants avec quelques personnages qui sont mis en avant. Comment vous avez repeuplé cette résidence dans laquelle vous avez tourné avec des
vrais acteurs ou vous avez aussi fait venir à l'intérieur Oui, c'est un gros travail des vrais gens? d'équipe, hein. Oui, c'est vrai que le cinéma est un gros travail d'équipe. On a plusieurs directeurs, directrices de casting, que ce soit pour les adultes, comédiens, comédiennes, professionnels, les enfants, et puis aussi toute la figuration. Donc nous, on s'est amusés. On voulait pas de tête d'affiche dans le rôle des personnes âgées. Par exemple, Gigi et Yvon, alors bien que nous ayons fait appel à des comédiens et comédiennes très, très professionnels, que sont Evelyne Istria ou Christian Siniger, mais qui sont des personnes qui ont plutôt traversé la France par le théâtre public ou des séries, mais ils ne sont pas énormément identifiés par le grand public. C'était intéressant pour nous de plonger le public dans une forme de véracité. Et donc, on a fait appel aussi aux EHPAD du coin du Châtelet-en-Brie, là où on a tourné. On a envahi un EHPAD désaffecté, on lui a redonné vie. Et ce qui était amusant, c'est que vraiment la fiction se mélangeait au réel, puisque, comme je vous disais, on a fait venir des personnes âgées des EHPAD du coin pour figurer dans le film. D'ailleurs, c'était au-delà de la figuration. Aussi un centre de loisirs du coin pour les enfants. Et après, évidemment, on avait nos comédiens et comédiennes professionnels, mais tout s'est mélangé comme ça. Et ça faisait... on avait des grandes journées de grandes troupes dans les jardins ou dans les couloirs. Et c'était assez amusant de voir à quel point la fiction se mélangeait à la réalité ou l'inverse. Comment est né le film? Le film est né puisque, comme dans toutes les familles, dans beaucoup de familles, une personne proche a été placée. Je ne connaissais pas l'univers des EHPAD. Éric Métayer, qui était à l'époque mon ancien compagnon et qui est le père de mes enfants, ne connaissait pas non plus. On est allé donc rendre visite à cette personne qu'on aime beaucoup. On y est allé avec nos enfants, qui étaient petits, en plus à ce moment-là. Et on s'est rendu compte à quel point l'arrivée des enfants provoquait une humeur ultra positive. Dans les couloirs de l'EHPAD, dans la salle d'animation, toutes les personnes âgées s'animaient, nos enfants aussi, du coup, s'animaient à leur tour. Tout le monde jouait ensemble, chantait ensemble, discutait. On a regardé ça avec un peu de recul en se disant, mais c'est dingue, ce serait vraiment une belle histoire à raconter, ça, quand même. Donc, on est parti là-dessus. Et puis, en écrivant, on a eu la chance de voir un documentaire sur l'intergénérationnel, comme ça, sur des ateliers qui se mettaient en place entre crèches, maternelle et EHPAD, où nous on est parti plutôt sur des enfants du primaire, CM1, CM2 et compagnie, un Brieux et plus voilà, un petit garçon de 11 ans. Il a 11 ans. Voilà, c'est ça, il va bientôt passer au collège. Exceptionnel déjà. Exactement, très très doué dans la vie, c'est Christine Billon, un petit garçon incroyable, gros potentiel. Gros potentiel, et on va écouter un extrait justement où on entend Brieux, puis Laure Adler, qui a, comme vous le savez, signé un livre sur la question, puis un documentaire, La révolte des vieux. Et elle raconte, comme vous, ce lien qui peut se tisser entre ces deux âges de la vie. Mais Aude, même la vieille, elle dit que c'est dégueulasse. D'abord, on dit résident. Oui, la résidente. Ah, madame, je peux dire la vieille, hein. Oui, tu as raison, j'ai 93 ans. Alors ça, c'est vieille. Tu as raison. On dit souvent, et ça sous toutes les latitudes et dans plusieurs civilisations, que plus on vieillit, plus on s'approche de nouveau du cycle de l'enfance. Et je crois que c'est vrai. Je crois que c'est vrai dans la mesure où il y a une forme d'abandon qui est significatif et synonyme pour moi d'une forme d'émerveillement que les enfants ont et possèdent naturellement, et qu'en vieillissant, nous, les vieux, on a de plus en plus, c'est-à-dire qu'on peut s'émerveiller d'un paysage, d'un bouquet de fleurs, du bleu du ciel qui tout d'un coup se découvre, comme ce matin. Quand j'avais 20 ans ou quand j'avais 40 ans, je regardais pas le bleu du ciel quand je me réveillais. Maintenant, ce matin, je peux vous dire, je vais être en forme et vraiment, je vais avoir un sentiment de bonheur parce que voilà, ça va inonder ma journée. C'est des choses bêtes comme ça, vieillir. C'est des choses belles comme ça. Des choses belles, Andréa Bescon. C'est vrai qu'il semble aux deux extrêmes de cette règle de la vie, l'enfance, la vieillesse. Et pourtant, ce sont deux âges qui ont beaucoup de points communs. Oui, peut-être le fait aussi un peu de ralentir, de prendre conscience justement des choses simples qui peuvent nous procurer énormément de bonheur. Nous, on est une génération, je parle de nous, nos générations d'adultes entre guillemets actifs, ces humains actifs là, la génération au centre. On va vite, tout va vite, tout le temps. Et on se rend compte dès la première minute, on est levé le matin.
tout va vite. Oui, enfin avec vous surtout, parce que vous êtes une bombe d'énergie. Pour qui vous a vu sur scène, on comprend assez rapidement. Ça va, merci beaucoup. Mais c'est vrai. Mais alors, je vais vite. Mais je m'oblige à prendre le temps des choses simples et belles qui me procurent énormément de bonheur. Souvent, on dit que... je me souviens de cette chanson de Berry qu'on a utilisée pour les chatouilles. N'ayez pas peur du bonheur, il n'existe pas, ni ici, ni ailleurs. C'est juste qu'il est là, en fait. Il est là tout le temps devant nous. Et notre génération d'adultes actifs, on ne s'en rend pas vraiment compte parce qu'on est quand même relativement pressurisé. Et les enfants et les personnes âgées sont des générations qui se rendent un peu plus compte que nous. Forcément, il n'y a pas les mêmes enjeux. Rapprocher, donc en fait, nous, c'était un prétexte, ce problème d'école, de réfectoire. C'était vraiment un prétexte pour réunir tout le spectre de l'humanité, le spectre de l'humain dans ce lieu qu'est l'EHPAD, dans ce huis clos. C'est quasiment un huis clos, en fait, ce film. C'était vraiment pour rendre hommage déjà à l'amitié et à tous les corps, à tous les âges, à toutes les cultures, toutes les couleurs et rendre hommage à ce spectre de l'humanité qui peut être très très riche. Donc oui, il y a un point commun entre les enfants et les personnes âgées. Maintenant, peut-être que nous, au centre, on devrait un peu plus se rapprocher d'eux. Et c'est une belle leçon de vie que ces enfants et ces plus âgés vont aussi donner à Yannick, joué par Vincent Macaigne, qui est lui assistant médical, aide-soignant dans cette maison de retraite, mais aussi à Aude, qui est l'animatrice scolaire et qui est interprétée par Aïssa Maïga. Justement, l'un et l'autre, ils sont tellement convaincus, obsédés qu'ils sont dans leur bon droit, l'un et l'autre, et qu'ils ont raison, qu'ils n'écoutent plus, qu'ils ne s'arrêtent plus et qu'ils ne voient plus. Oui, et en même temps, on se rend compte que c'est un petit peu partout pareil. Et c'est normal, en fait, qu'on se batte pour nos prismes. C'est logique, on est quand même à un point d'une civilisation, d'une société où on est un petit peu obligé de se batailler pour son propre confort. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui aveugle ? Qu'est-ce qui les aveugle ? C'est une forme de peur ? Oui, c'est une peur. Et puis, c'est aussi un manque de considération, que ce soit Yannick dans son métier d'aide-soignant, qui parle aussi au nom de son équipe. D'ailleurs, c'est pas le seul à revendiquer des droits. Elisa, l'auxiliaire de vie, le fait aussi. Nelly, l'aide-soignante aussi. Bon, c'est tout un travail d'équipe. Ce sont des gens qui ont besoin d'être écoutés, d'être valorisés dans leur travail, dans leur vocation, et ça n'est pas le cas. Donc, forcément, ça engendre énormément de colère et de frustration. Donc, quand Vincent Macaigne, enfin le personnage de Yannick, dit mais enfin à son directeur, mais je ne comprends pas, vous nous annoncez qu'il y a des enfants qui vont débarquer, on vient juste de vous exposer tous nos problèmes. Nous n'avons pas le temps, nous n'avons pas les moyens, il y a des personnes qui restent des heures alitées sans qu'on puisse les changer, sans qu'on puisse les laver, parce que nous ne sommes pas assez nombreux. Et là, vous nous rajoutez des gamins au réfectoire à midi, ça va mettre du désordre pas possible. On n'a pas besoin de ça. Donc forcément, il fait un rejet. Et ce qui est logique, on peut aussi entendre ça de son point de vue, qu'il y en a marre. Les aides-soignants surmenés, ils ont longtemps été les travailleurs de l'ombre. On les a vus, ou disons que la crise du Covid les a rendus un peu plus visibles, parce qu'eux allaient travailler, quand nous, les autres, on était confinés, et notamment dans ces structures comme les maisons de retraite, où les familles n'avaient plus le droit de venir. Donc ils ont été cette dernière présence humaine aux côtés aussi des plus âgés dans cette période-là. C'est important que le cinéma, à son tour, mette en lumière, pour vous, aujourd'hui, Andrea Bescon, ce que la vie a tendance à cacher un peu. Et c'est les aides-soignants, mais c'est aussi l'enfance, qui est très rarement représentée au cinéma, un peu plus aujourd'hui. Mais c'est aussi la vieillesse, qui l'est moins. Alors moi, je dois admettre que je ne calcule pas vraiment quand une histoire me vient, ou quand là, elle nous vient en échangeant avec Eric. Je me dis pas, il y a un rendez-vous avec la société, c'est une histoire qui s'impose à moi ou à nous. Et là, ça a été le cas avec Quand tu seras grand. Maintenant, évidemment, vous le savez, je suis très engagée auprès de la protection de l'enfance, la condition de l'enfance m'horripile en France, compte tenu du très beau pays qu'on a et des droits qu'on a. Je trouve que la considération à l'enfance est vraiment moindre. C'est le même cas pour les personnes âgées et notamment ce business autour de l'EHPAD. Je n'arrive pas à concevoir qu'on accepte que nos personnes âgées, des personnes qui sont battues pour nous, grâce à qui aujourd'hui nous avons des droits. Je parle notamment, je veux dire même les femmes, par exemple, soit le droit à l'avortement, la contraception. Enfin voilà, des femmes et des hommes se sont battus pour nous, pour nos droits, pour nous, nos générations, et on ne leur rend pas, quoi. Donc forcément, il y a eu...
j'ai ressenti ce besoin-là de parler de la vieillesse, de l'abandon de la vieillesse, comme on l'a fait sur l'enfance. Et là, en l'occurrence, on se rend compte encore une fois que les deux extrêmes de la vie ne comptent pas. Tout ce qui compte dans cette société, c'est les personnes du milieu qui vont générer une économie. Et ensuite, on va plutôt faire de nos personnes âgées finalement un business pour engendrer, encore une fois, des rémunérations. Je n'arrive pas trop à saisir. Vous savez, la pension pour les personnes âgées, pourquoi pas? Je mets pas, je dis pas que l'EHPAD est une solution totalement obsolète. Ce n'est pas ça. Je pense que l'EHPAD a juste besoin de moyens. Les travailleurs ont besoin de moyens et de considération pour prendre soin des personnes âgées. Aujourd'hui, on ne leur donne pas ça. Donc, apporter cette considération aux personnes soignantes aujourd'hui dans ce film, pour moi, c'était indispensable. On ne pouvait pas parler de l'EHPAD sans parler de la détresse du service de santé en France et des personnes qui y travaillent. Honnêtement, vous parliez du Covid. Avant la crise du Covid, ces personnes manifestaient. Pendant la crise de Covid, on les a applaudis tous les soirs. Et sortis du Covid, on les oublie de nouveau. C'est absolument inadmissible. Donc, évidemment, ce film n'est pas un film militant, politique et tout, quoique je pense que de toute façon, toute œuvre, tout outil artistique est quand même quelque chose de politique. On s'engage à dénoncer quelque chose, ou du moins questionner la société. Là, on a envie de questionner la société sur, attendez, est-ce qu'on va laisser clairement cette situation-là pourrir à ce point? On a eu le scandale Orpea, on a eu les fossoyeurs, je veux dire, la brèche est largement ouverte, et tant que la société civile ne s'emparera pas de la question de la protection de la jeunesse, la protection de la vieillesse, et au centre, toutes ces personnes, ces travailleurs et ces travailleuses qu'on laisse avec même pas des SMIC et des journées insensées où ils rentrent chez eux épuisés et déprimés. Honnêtement, je ne vois pas comment on peut s'en sortir. Alors nous, oui, c'est un outil artistique. Et encore une fois, on l'a fait rond, on l'a fait généreux, de manière parce qu'on connaît aujourd'hui le stress de cette société, le stress des gens. Honnêtement, j'avais envie que les gens se déplacent en salle pour voir Quand tu seras grand, pour, se questionner sur cette société où on en est, mais en même temps pour ressortir avec de l'amour plein le cœur en se disant, j'ai qu'une envie, c'est d'aller voir ma famille, c'est d'aller voir mon grand-père, ma grand-mère, d'aller chercher mon enfant à l'école et d'aller juste me promener au bord du lac ou j'en sais rien, au bord d'un canal, mais le truc le plus simple possible, manger une brioche, mais juste prendre conscience des plaisirs simples de la vie et à quel point on a des personnes abandonnées dans cette société. J'avais envie, dites-vous, Andrea Bescon, que les gens aillent voir Quand tu seras grand en salle. Parlez-en au futur, parce que le film sort ce mercredi et ils iront très probablement. La maltraitance des personnes âgées, la pression aussi sur les équipes, c'est effectivement ce que dénonçait aussi Victor Castanet, l'auteur des Fossoyeurs, sorti l'an passé. Très vite, depuis l'apparition des bonnes feuilles dans le monde, ça a enclenché un débat de société et tout le monde a été comme saisi par cette question de la manière dont on traite nos aînés. Et donc ça a touché effectivement moi des générations que je pensais pas toucher, et ça a touché toutes les classes sociales. Des gens de milieu populaire, des gens plus aisés, parce que Orpea a des EHPAD qui coûtent très cher dans les grandes villes. Donc ça a touché un peu tout le monde. Et ça a aussi touché le secteur, ce qui fait que tous les gens, les employés du secteur, les aides-soignants, les auxiliaires de vie, tous les gens qui travaillent aussi dans ce secteur, je pense, l'ont acheté ou pour s'informer ou par militantisme. Oui, voilà, c'était la question que je lui posais, celle sur le pouvoir des livres. Et vous avez répondu indirectement à celle du pouvoir d'un film, en disant c'est pas un film militant, mais quand même, vous rappelez que vous y mettez votre engagement. Vous pensez qu'un film peut changer les regards, à défaut de changer des situations? Je pense qu'un film peut être un coup de pouce. Je pense que tout outil artistique peut être un coup de pouce. Par contre, il n'y a qu'un mouvement populaire qui peut amener à faire changer les choses. Là, vous dites coup de pouce pour ce film, et avec votre pièce Les Chatouilles, on entendait beaucoup de gens qui sortaient de ce seul en scène que vous avez écrit en 2012, qui a été Molière en 2016, que vous avez joué pendant plus de 5 années avec des représentations des salles combles et un succès incroyable. Avec cette pièce, vous aviez secoué le public. Ils en ressortaient en disant que c'était une pièce
coup de poing, pas coup de pouce, mais coup de poing. Comment vous travaillez l'équilibre dans votre écriture, dans le ton que vous mettez aussi dans vos films, dans vos pièces? Comment, avec cette pièce, notamment Les Chatouilles, ne pas choquer sans édulcorer? C'est d'abord d'être, je pense, ultra sincère. Alors, je crois que quand on ne veut pas justement induire une forme, je crois que si on est complètement sincère avec son propos, c'est OK, ça passe. C'est-à-dire que, après, que ce soit mon co-auteur, enfin mon co-réalisateur, qui est quelqu'un d'assez vivant et lumineux, moi aussi l'énergie vitale, c'est mon truc. Maintenant, je parle de drame couramment, c'est quelque chose que je traite au quotidien, le problème des violences, etc. Mais l'énergie vitale est beaucoup plus forte que, non pas de la colère, parce que ma colère est certainement aussi forte, mais la colère me nourrit aussi, mais d'un point de vue positif. Je ressens comme quelque chose d'ultra positif. Donc, après, les œuvres que je vais écrire ou réaliser vont forcément être baignées de cette énergie vitale, et de cette envie de vivre au quotidien. Je me réveille le matin, je suis tellement heureuse d'être en vie. Je me couche le soir, je suis tellement heureuse d'avoir vécu cette journée. N'importe quelle journée, même la journée la plus compliquée, je me dis, attends, tu respires, t'es là, tu te couches ce soir, tu penses à tes enfants, tu les aimes, t'as ta meilleure amie qui t'a dit ça aujourd'hui, c'était génial, elle t'a envoyé un lien. Je sais pas, des petites choses simples qui font que la vie est très, très, très belle quand même. Au moment des Chatouilles, vous rappeliez cette phrase, ce genre de phrase que les adultes disaient souvent aux enfants dans l'après 68, ton corps est ton corps, tu as le droit de dire non. Et là, vous interrogiez réellement la liberté de consentir de l'enfant, la responsabilité qu'on lui renvoyait. Dans ce film-là, quand tu seras grand, c'est justement une phrase qu'on entend beaucoup. On n'est que des enfants. Ce ne sont que des enfants. Ça revient souvent dans le film. Qu'est-ce qu'on peut leur dire ou ne pas leur dire? La vieillesse, la maladie, la mort. Est-ce qu'ils sont trop jeunes pour comprendre? Est-ce qu'il faut les en préserver? Alors moi, je crois que vraiment, il faut que nous, les adultes, nous sortions de nos névroses. On a un vrai problème sur la communication avec nos enfants. Ce problème s'appelle la peur. Mais la peur de nous-mêmes, de nos propres névroses à nous. C'est-à-dire parler violence avec un enfant, c'est fondamental. Ça ne va pas le traumatiser. L'enfant ne va pas être traumatisé de savoir que son corps est extrêmement important, que personne n'a le droit d'y toucher, que si un adulte le fait, c'est de la faute de l'adulte et en aucun cas ce sera la faute de l'enfant, ni même si un enfant l'agressait d'ailleurs. Ça ne traumatise pas un enfant. C'est pas ça qui traumatise un enfant. Un enfant, ça le traumatise si on le frappe, si on le maltraite, si on l'humilie, si on le viole. Ça sera un trauma. Maintenant, de le prévenir, de lui donner les armes, de pouvoir tout de suite être en vigie, parce qu'on sait par exemple sur les violences sexuelles qu'un pédocriminel ou un père incesteur sont d'abord des manipulateurs, sont d'abord des prédateurs. Ça n'a rien à voir avec le sexe, le viol. C'est de la prédation. Donc dès lors qu'il y a un enfant qui connaît l'importance de son corps, de son intégrité, qui est en totale confiance avec les adultes qui l'entourent et qui a une façon de parler très simplement et libre, le prédateur ne va pas vraiment près de ces enfants-là. Et c'est un petit peu pareil pour la mort. Vous me parlez de la mort, le cycle. Donc, par rapport à quand tu seras grand, je pense que déjà de parler à un enfant de la mort, c'est quand même indispensable. Dans le sens où on arrive sur Terre, on sait qu'un jour on va mourir. Sauf que ça ne veut pas le traumatiser, l'enfant, parce que d'abord, il en est tellement loin que c'est quelque chose qui est un peu impalpable, mais c'est OK. Ah, papy est mort, d'accord, donc il y a un cycle, OK, ça existe. Maintenant, on ne peut pas cacher la mort, c'est impossible. Et honnêtement, on parle avec des mots très, très simples. On voit bien que les enfants sont beaucoup plus intelligents et ouverts que nous. C'est justement ce cycle de la violence, mais aussi du silence, des non-dits que vous avez souhaité essayer de refermer avec ce premier roman, Une simple histoire de famille, Andrea Bescond. Oui, je suis passionnée par le transgénérationnel. Je pense que les secrets sont toxiques. Tout secret est toxique dans toutes les familles. Il y a des choses, mais même anodines. Ne pas savoir, par exemple, que son grand-oncle a été alcoolique et que quand on va boire un apéritif chez eux, votre grande tata dit bah non, pète un plomb quand il boit un whisky. Et nous, on la regarde en disant mais elle est chiante quand même, comment ça se fait? Ben non, en fait, si on savait qu'il avait été alcoolique et que, je sais pas, ça avait engendré de telles tensions, peut-être que du coup, on serait moins désagréable quand elle fait la gueule, quand un whisky est servi. C'est tout simple, ça, c'est idiot, c'est rien, c'est anecdotique. Mais ça part de là, casser le fil constamment. Savoir que si maman ou papa a été violé dans l'enfance et qu'il peut avoir des épisodes dépressifs, c'est pas de ta faute à toi en tant qu'enfant.
C'est pas toi qui rends malheureux papa ou maman, c'est parce que papa ou maman a un traumatisme à régler. Il y a des choses importantes comme ça à révéler puisque ça permet de libérer les enfants aussi. Dans Alors leur ce roman, construction. ce roman, il a cassé le fil justement. Oui. Comme la danse, pour vous, a peut-être libéré votre corps. Hein. Il Oui, faut rappeler complètement. que vous venez de ce monde-là, vous venez de la danse. Il y a des parties filmées d'ailleurs dans le film. Il y a même François Allu qui vient de quitter l'Opéra de Paris. Vous avez commencé par le classique, continué avec le hip-hop. Qu'est-ce que la danse vous a réellement apporté ? La danse m'a réhabilité. La danse a redonné de la valeur à mon corps. Un corps qui avait été détruit et que j'ai pu récupérer dans son intégrité grâce à la danse, grâce à cette colère qui s'est exprimée par le mouvement et non par les mots. Et donc, je crois que moi, ça m'a complètement sauvée, même au niveau de la somatisation. Heureusement que c'est sorti par le mouvement. Aujourd'hui, je pense que je suis en vie grâce à ça. Et la parole a suivi. Et la parole a suivi. Justement, de ce gros silence, de ce grand secret que vous avez renfermé si longtemps, de ces viols subis quand vous étiez enfant. Ce que ce personnage d'Odette dans Les Chatouilles raconte, c'est votre histoire aussi que vous aviez mise en scène. J'aimerais qu'on termine là-dessus. Ce soir se tiendra justement la 34e cérémonie des Molières. Et c'est Alexis Michalik qui orchestrera la cérémonie depuis la scène du Théâtre de Paris, l'auteur, metteur en scène de Edmond ou encore du porteur d'histoire et dont le film adapté d'une autre de ses pièces, Une histoire d'amour, vient de sortir en salle il y a 10 jours. Vous le connaissez, il a joué dans le téléfilm que vous avez réalisé avec Éric Métayer, Toujours à la folie. Quel acteur, auteur, metteur en scène est-il ? Sûrement un bon camarade, mais la question est de savoir plutôt, est-ce que vous partagez avec lui sa conception du théâtre ? Le théâtre, pour lui, est une affaire de rythme. Il dit toujours qu'il redoute qu'une chose, c'est l'ennui. On peut dire ça pour le théâtre, mais aussi pour le cinéma et pour le roman. Le rythme, pour vous, c'est l'essentiel ? Le rythme est important. Moi, je crois plus en la sincérité qu'au rythme. Je pense qu'il y a des moments, des séquences, au cinéma ou même au théâtre, où on peut vraiment, vraiment ne pas bouger, laisser de vrai longtemps. Si ces temps sont habités, si la tension est là, personne s'ennuie. Donc oui, je suis d'accord avec lui. Le rythme, c'est important. On en discutera tous les deux. mais je crois que la tension, elle vient de la sincérité. Merci avant tout. Beaucoup, Andréa Merci, Bescon. Une simple histoire de famille, votre roman, apparu en janvier dernier chez Albin Michel. Et votre film, Quand tu seras grand, sort en salle ce mercredi. Merci.